Voilà, de retour sur ce plateau pour parler de ce classement. Le Bénin est classé 3e pays prospère de l'UEMOA. Quels sont les efforts fournis par le gouvernement pour les conditions de vie et pour l'environnement naturel? Nous allons essayer d'en discuter avec nos différents invités sur ce plateau. Nous avons Gabin Goubi, journaliste au quotidien Les Pharaons. Bonjour. Oui, bonjour Lali, bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Et également Isaac Adjé, journaliste ici à E-Télé. Bonjour Isaac. Bonjour Lali Sossou, chers téléspectateurs, bonjour. Et bienvenue. Donc, je le disais, le Bénin est classé 3e pays prospère de l'UEMOA. L'Institut Legatum a rendu public l'édition 2019 Prosperity Index, un rapport annuel qui permet d'évaluer les forces et faiblesses des pays du monde dans le but de déterminer les choix économiques et stratégiques sur la base de 12 critères. 53 pays africains ont été évalués. Gabin Goubi, qu'est-ce que ça vous dit quand on vous dit voilà que votre pays est 3e pays prospère en Afrique? Alors, c'est d'abord un sentiment de fierté. On peut être fier d'appartenir à ce pays-là parce que le Bénin, dans ce classement, a supplanté certaines nations qui envisagent également, font des efforts, n'est-ce pas, pour s'afficher dans ce classement-là. Et moi, personnellement, cela ne me surprend pas. Cela ne me surprend pas si on suit bien l'actualité, si on voit les efforts que déploie le gouvernement depuis quelque temps. Je pense que ça va dans la droite ligne des choses. Et depuis un certain temps, vous avez remarqué que le pays accumule un certain nombre de performances qui sont reconnues à l'international par les institutions internationales, le chef de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale et tout. Aujourd'hui, le climat est en train d'être, l'environnement est en train d'être assaini pour que l'investissement ça vienne. Les efforts sont en train d'être déployés, les choses sont en train d'être réorientées. Et je trouve que c'est tous ces efforts-là qui ont été consacrés à travers ce classement-là. Et le Bénin est dans cette dynamique de toujours faire mieux. Moi, personnellement, je trouve que c'est les efforts que déploie quotidiennement et constamment le gouvernement qui viennent ainsi d'être consacrés. Voilà. Tout de suite, Isaac Adjé, quand on parle de pays prospères, on a tendance à croire que les habitants, les populations, les citoyens vivent mieux, les citoyens également prospèrent. Est-ce que c'est le cas chez vous? Je crois qu'il y a toujours des poches de pauvreté, comme on le dit, même dans le pays le plus riche au monde. Il y a toujours des poches de pauvreté. Ça ne veut pas dire, quand on dit que le pays prospère, ça ne veut pas dire que tout le monde est à l'aise et que les gens n'ont pas de manque. Ça ne veut pas dire cela. Mais il y a un progrès, il y a de l'amélioration par rapport à ce qui se faisait. Et je crois que l'actuel gouvernement a beaucoup travaillé dans ce sens. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critères qui ont été mis en jeu, il y a beaucoup de critères, mais quand de l'intérieur on regarde, c'est qu'il y a un travail de fourmi et en même temps de gladiateur qui a été fait par le gouvernement. Alors, je vais prendre quelques volets pour un peu illustrer ce que je dis. Il y a eu d'abord ce que je vais appeler la réforme structurelle. Donc, on a revu le fonctionnement de l'administration, le fonctionnement de certains services qui doivent créer le développement. Et ça, c'est important. Et au début, les gens disaient ce ne sont pas les réformes que nous allons manger. Ce sont ces réformes-là qui portent de fruits au jus. Et ensuite, maintenant, il y a la mobilisation à l'interne des ressources. Aujourd'hui, nous comptons beaucoup plus sur nos propres forces que de compter sur des prêts extérieurs qui sont un mode d'endettement qui ne dit pas son nom. Alors, maintenant, et par rapport à cela, je crois que actuellement, la mobilisation de ressources à l'interne est à plus de 40% du budget national. Donc, ça veut dire, par le passé, on n'a pas atteint ce seuil-là. Donc, ça veut dire quoi? Nous participons à notre propre développement, les taxes que nous payons par rapport à nos véhicules, ceci, on dit il y a des taxes, nous contribuons au développement. C'est tout ça là qui aujourd'hui nous donne ce rang-là. Et je pense même que le Bénin mérite peut-être, pourquoi pas la première place ou la deuxième. Alors, quand je laisse ce volet-là, un troisième pilier que l'actuel régime a su exploiter, c'est beaucoup plus le volet agricole. Donc, l'agriculture, c'est maintenant que la mécanisation agricole a été bien structurée et ça fonctionne. Et cela, j'en veux pour preuve l'organisation du PADAC et du groupement intercommunal des collines. Donc, à travers ça, je crois que cette structure-là, quand je prends par exemple le GIC, ils ont des facilitateurs au niveau de chaque commune qui travaillent en franche collaboration avec les groupements
agricoles ou bien les coopératives agricoles recensent leurs besoins, c'est que quand vous êtes vous êtes une coopérative agricole, si vous produisez de la tomate ou du soja, vous faites un dossier, vous dites votre besoin matériel et ensuite ces facilitateurs-là travaillent avec vous, font le point à la base qui est située et qui est installée à Dassa et on regarde dans quelle mesure vous accompagnez, vous donnez le matériel qu'il faut pour que vous produisez. Alors, nous avons compté sur nos propres forces et c'est ça qui paye aujourd'hui et je crois que on ira plus de l'avant. Très bien, tout ceci se résume dans la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous savez, c'est un peu le credo que le gouvernement s'est donné depuis qu'il est en place. Il faut gouverner les choses autrement. On a parlé de la rupture, on a parlé du nouveau départ. Vous savez, quand ces concepts-là sont évoqués, ce n'est pas forcément pour la forme, pour les beaux yeux de quelqu'un. C'est pour véritablement transformer les choses. Et beaucoup qui pensaient que c'était juste des slogans, c'était juste des cris de ralliement, se sont avisés quand ils ont commencé à voir un peu la concrétisation de certaines choses sur le terrain. Et je crois le programme d'action élaboré par le gouvernement est un programme assez ambitieux. Et je crois que dans la sérénité, le gouvernement est en train de décliner sa feuille de route là. Donc cela va dans une certaine mesure transformée. Je crois que les résultats sont là. C'est d'ailleurs pour cela que nous bénéficions de ce classement-là, aux côtés des grandes nations. Et il n'y a pas, je veux que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, et la population en général comprennent qu'il n'y a pas que le social, parce que on a tendance, n'est-ce pas, à indexer le gouvernement sur le manque de bienveillance ou bien, enfin, le peu de considération qu'il y a par rapport au volet social. Mais ils n'ont qu'à comprendre que le développement d'un pays, c'est un tout. On a parlé de 12 critères. Oui, et si vous voulez parler de ça, on parle de la sécurité, de la liberté individuelle, de la gouvernance, de l'éducation, de l'infrastructure, de la santé, la croissance. On reviendra d'ailleurs de façon détaillée sur ces différents. Donc je pense qu'il faudrait aujourd'hui comprendre que le gouvernement, le développement c'est un tout. Même si du pays, certains se refusent par myopie intellectuelle de voir ce qui se fait de l'extérieur, quand même des gens nous suivent et voient un peu les résultats et leur caractère plus ou moins concret. Et je crois que c'est ce qui est en train de reconnaître aujourd'hui. Donc tout Béninois, un bon Béninois, on doit être fier de ces performances-là, de ces lauriers qui sont en train d'être décernés à la gouvernance actuelle. Très bien. Si on prend le volet sécuritaire, Isaac Adjé, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire jusqu'à ce jour pour que ça pèse dans la balance et que le pays se retrouve peut-être à cette position troisième? Alors, sur le volet sécuritaire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. J'ai tantôt parlé des réformes. Il y a eu la fusion d'abord de tout ce qu'on peut appeler force de la gendarmerie, et la police. Donc aujourd'hui, il y a cette fusion-là qui a fait un poids. Aujourd'hui, c'est une organisation. Par le passé, on voyait qu'il y avait une rivalité entre ces corporations-là, un militaire qui battait un policier ou un policier qui s'en prenait à un douanier, ainsi de suite. Bon, là, aujourd'hui, je crois que ils se sentent en famille, ils ont une mission commune et ça marche. L'autre chose, c'est que il n'y a plus ce que je vais appeler, je sais pas, sur nos réseaux routiers, c'était à chaque 2 km, si je ne... Rançonnement. Il y avait, voilà, ce rançonnement, c'est le mot qui m'échappait. Il n'y a plus cette pratique-là, cette pratique a diminué. Vous pouvez quitter Cotonou et atteindre Parakou sans que un policier ne vous dise... alors ça veut dire quoi? Les contrôles aujourd'hui sont précis, soit ce sont des contrôles de routine où on veut vérifier vos pièces et c'est à une certaine heure de la journée et souvent la nuit pour voir si vous êtes un citoyen en règle. Donc aujourd'hui, les pratiques d'escroquer le citoyen n'existent plus. Donc le citoyen se sent à son aise et c'est beaucoup plus la sécurité de chaque citoyen qui est visée. Et par rapport à ça, ils font des opérations tampons, ils vont dans des ghettos en tout cas, et la moisson est grande. Par exemple, il y a environ un mois à Parakou, ils ont présenté des motos volées, des portes, c'est-à-dire là où les gens sont en chantier, on va défoncer les portes. Donc, tout ça, là, ça veut dire quoi? Il y a un travail qui est fait, je crois que c'est à saluer, parce que la question de la sécurité, il faut
prévenir. Il ne faut pas attendre que ça se passe, mais il faut mener une politique préventive. Et je crois que c'est vrai que toute cette stratégie-là, on ne les dévoile pas. C'est pourquoi, a priori, les gens vont se dire que rien n'est fait. Donc, en matière de stratégie sécuritaire, on ne dévoile pas ces stratégies-là. Donc, c'est pourquoi on pourrait a priori penser que rien n'est fait, mais il y a beaucoup de choses. C'est vrai, tout à l'heure, il parlait de la fusion de la gendarmerie et de la police. Cette fusion, quels sont leurs impacts directs, ou cette fusion, voilà, quel est son impact direct sur la population, sur notamment la sécurité? Oui, vous abordez un aspect important. Vous savez, la fusion des deux unités, je veux parler de la police et de la gendarmerie, d'abord a créé une certaine sympathie dans le travail. Entre-temps, c'est des agents, comme il a dit, qui se tiraient entre les pattes, qui s'envolaient. On se revendiquait un peu, d'aucuns se prévalaient quand même exercer plus la mission que les autres. Donc on se disputait le terrain, alors que à la fin, c'est des unités qui ont une convergence d'action. Donc le chef de l'État, sur cette option-là, a vu juste. Et vous voyez, depuis que les deux unités sont fusionnées, il y a quand même une bonne intelligence. Et puis, le terrain sécuritaire est plus ou moins quadrillé. Aujourd'hui, il y a ces unités-là qui sont dotées de moyens. Ça fait un problème de réduction de coûts parce qu'entre-temps, il fallait réserver les moyens de la gendarmerie à part, ceux affectés à la police à part. Donc aujourd'hui, il y a une fusion des moyens, il y a une fusion des forces et dans une certaine synergie, on déploie les stratégies et on rentre sur le terrain. Il a parlé des opérations de ghetto, même à Cotonou, à côté, vous voyez, il y a cela, je crois, deux semaines, ils sont allés dénicher pas moins d'une cinquantaine de ghettos. Et donc, les ghettos sont des poches où les gens élaborent les stratégies pour braquer, pour aller perpétrer des actes punis par la loi. Donc, quelque part, je pense que beaucoup de choses se font aujourd'hui. Les unités sont dotées de moyens, sont dotées de ces moyens, et ils sont sur le terrain aujourd'hui. Quand vous appelez des numéros verts qui sont là, il y a même un numéro WhatsApp qui a été lancé récemment. Donc, c'est des unités qui sont promptes à descendre sur le terrain. Donc, quelque part, ce qui est fait sur ce côté-là est tellement, je dirais, pointu et fiolé qu'aujourd'hui, on a les résultats. Voilà, je disais tout à l'heure que est-ce que cela a permis à éradiquer le grand banditisme ici? Ah oui, ne pas le voir, c'est tâchement décider soi-même de fermer les yeux sans tâcher de les ouvrir. Ça a fermé véritablement les poches du grand banditisme aujourd'hui. Vous savez, les malfrats sont traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Moi, je vis dans les zones de Calavi où même, je crois il y a cela une dizaine de jours, on a abattu des gens à hauteur de Révier. Et dans le même temps, il y en avait à Kassato. Aujourd'hui, les gens travaillent. À Godomé, le commissaire, bon, je ne vais pas faire la publicité, il fait des actions aujourd'hui pour véritablement repousser ces divorcés sociaux-là, donc des de la population. Et pour le mois de décembre, nous approchons des fêtes, c'est la période par excellence où les malfrats profitent, n'est-ce pas, pour perpétrer leur sale besogne. Donc les policiers sont également en état d'alerte, les unités sont en train d'être mises en état de veille, les populations doivent aider, n'est-ce pas, pour que ces personnes-là soient extirpées, n'est-ce pas, des rangs de la société. De la société, très bien. Au nombre de ces stratégies, il y a également le capital humain, Isaac Adji. Et le capital humain, et c'est pourquoi justement il y a un recrutement qui a été lancé. Exactement. Un recrutement. 1100. Voilà. Il faut, quand on parle de la sécurité, il faut d'abord le moyen humain, le capital humain. Et c'est de l'emploi pour la jeunesse. Et c'est-à-dire, tout cela, c'est pour justement sécuriser la population. Parce que quand on regarde la stratégie actuelle déployée par la police républicaine, c'est beaucoup plus les patrouilles. Il y a beaucoup plus les patrouilles sur nos actes routiers. Le policier n'est plus assis à l'ombre quelque part et il attend que, je ne sais pas, le voyageur vienne. Maintenant, il est là, il fait, parce que celui qui veut braquer, il cherche un point où peut-être il n'y a pas d'agglomération pour faire son opération. Mais aujourd'hui, ils ont les moyens et ils font la patrouille. Ils ont le moyen roulant et peut-être l'arme qu'il faut aussi, les armes qu'il faut pour faire le travail. Donc aujourd'hui, ça paye et c'est pourquoi il y a une réduction drastique. Et quand tout ce monde-là va s'ajouter avec une formation, une bonne formation, je crois qu'on aura les résultats. Et cela, c'est souvent avec l'appui de
l'armée belge qui nous vient en appui et tout ça là. Donc je pense que nous avons de la matière, nous avons des ressources justement pour assurer notre sécurité, parce que quand la sécurité n'est pas garantie, c'est que le développement est hypothéqué, justement, parce que quand il y a la sécurité, le citoyen lambda peut se lever et aller travailler en toute quiétude. Et quand on travaille, on crée de la richesse. Donc c'est toute une chaîne. Pour qu'il y ait développement, il faut d'abord garantir la sécurité. Parce que quand les âmes crépitent, chacun cherche à sauver sa tête d'abord. Personne n'ira travailler. Il va d'abord chercher où aller se cacher pour sauver sa vie. Donc, alors il faut d'abord garantir la sécurité, la quiétude aux citoyens, d'aller travailler pour créer de la richesse. Et ça se fait à merveille par le gouvernement. Très bien, Gabin Goubi, parlant du capital humain. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait pour le renforcement? Le renforcement du capital humain, il a déjà abordé un aspect. Moi, il y a un projet grandeur nature. Vous avez l'assurance pour le renforcement du capital humain, le projet ARCH, qui est en quelque sorte une déclinaison grandeur nature de la vision sociale même du gouvernement. Aujourd'hui, ce projet a déjà dépassé la phase pilote. Les premiers bénéficiaires sont en train d'être impactés. Donc, il faut valoriser l'être humain. Donc, quand les gens parlent du social, que ça va venir progressivement. Mais déjà, je crois qu'il y a une frange importante de la population qui ne pourrait tenir le même discours. Donc le gouvernement pense aux hommes. Il faut y aller progressivement. C'est vrai que beaucoup tiennent un peu rigueur à l'exécutif du fait qu'on attend que, bon, tout vienne tout de go. C'est parce que les gouvernements successifs qu'on a connus ont véritablement orienté la chose dans cette mesure-là. C'est-à-dire le Béninois veut tout de suite son pain et on ne se préoccupe pas du reste. Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur d'autres paramètres. Le social, tout compte fait, ça vient. Pour moi, quand l'énergie est disponible, on a la chance d'avoir l'électricité à longueur de journée, c'est d'abord le social selon moi. Quand les routes sont bien construites, bien tracées, et ça nous permet à vous et moi de limiter un temps soit peu l'embouteillage et de venir, c'est du social déjà. Quand le gouvernement pense qu'aujourd'hui on estime qu'il faut construire un second pont à Révier pour désengorger un peu le trafic, pour permettre aux usagers de joindre des localités en un temps record. Ça tenait un dernier ressort à l'usager d'économiser du carburant. Parce que quand vous traînez dans l'embouteillage, c'est des pertes encore pour vous. Moi, je trouve que tout ça, là, il faut voir également cet aspect quand on parle du social. Ce n'est pas forcément ce qu'il faut manger, encore que celui qui a appris quelque chose, qui sait bien le faire et qui le fait de façon consciente, de façon intelligente, a toujours des gens pour venir vers lui, à moins que vous n'ayez fait du faux et autres là. Donc le capital humain, je trouve que c'est un aspect sur lequel le gouvernement met l'accent. Et aujourd'hui, véritablement, on sent que l'homme est au cœur de la partie. Il n'y a pas de développement justement sans l'homme. Et les valeurs sont en train d'être promues. Quand on a la dernière fois créé une base de données, constitué une base de données pour les spécialistes des marchés publics, je ne sais pas. Donc voilà, c'est cela. Donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des fonctions au sein de l'appareil d'État pour lesquelles on a besoin des personnes qui ont véritablement le profil, qui ont véritablement le background. C'est d'abord le valoriser, c'est d'abord ça contribue pour moi à la variation du capital humain. Parce qu'on ne peut pas mettre un vétérinaire à la place d'un mécanicien. C'est des choses qui ont plombé longtemps notre développement et le gouvernement qui est en place a vu juste en réorientant les choses de cette manière-là. D'ailleurs, dans le volet, il y a un volet dans le projet ARCH, le volet formation. Le gouvernement d'ailleurs a entrepris déjà des formations pour les cadres de l'administration pour qu'ils soient beaucoup plus performants. Oui, pour qu'ils soient beaucoup plus performants dans leur domaine non seulement, mais aussi il y a cette formation-là à l'outil informatique. Parce que sans l'outil informatique aujourd'hui, on ne peut rien parce qu'il y a un ministère qui est même entièrement consacré à cela. On parle de la digitalisation. Donc aujourd'hui, c'est qu'il faut aller au gré de l'évolution de la technologie. Il ne faut pas rester en retrait ou bien à la marge de l'évolution. Et je pense que le gouvernement actuel a su appliquer cette citation de Edgar Pisani, cette pensée, je veux dire, de Edgar Pisani qui dit que le développement ne se négocie pas, il se veut, il se met en œuvre et il se vit. Et les mots sont assez forts. Il se veut. Il faut partir de l'étape de la volonté. Quand vous voulez maintenant, il faut poser l'action. Et c'est cela, mettre en œuvre la politique de développement. Et maintenant,
il se vit, quand vous mettez en place la politique, le résultat sera là et ça sera vécu par tous les citoyens. Chacun va sentir le développement. Et je pense que cela se fait dans tous les domaines. On veut garantir la sécurité dans tous les secteurs. Mais il y a un volet important à toucher, c'est la manière de penser du Béninois. Le Béninois, pris individuellement, n'a pas encore compris cela. Le Béninois est beaucoup plus dans, si vous permettez l'expression, dans ce que je vais appeler le kénambisme. Il y a cette culture du Gbadé Kénambi. Il faut quitter l'étape du Gbadé Kénambi et parler du Gbadé Mitonambi. Là, ça veut dire quoi? Penser l'intérêt général. Le Béninois, pris individuellement, pense à lui et à lui seul d'abord. Et ça ne doit pas être le cas. Il faut penser à l'intérêt général. Quand vous pensez à l'intérêt de la nation, justement, quand vous pensez ainsi, c'est que vous pensez développement, vous voulez protéger le bien public, vous ne travaillez pas pour votre poche et du coup, vous enrayez la corruption et beaucoup d'autres choses. Je pense qu'il faut penser véritablement à la nation et non à soi-même et à sa poche. Voilà, parlons toujours de ces critères qui ont permis à cet indice, voilà, d'évaluer notre pays. Il y a également les conditions de vie. Qu'est-ce que l'État fait pour garantir une bonne condition de vie aux populations, à la population béninoise? C'est déjà ce que nous étions en train de dire tantôt, faire en sorte que le Béninois se porte bien. Le Béninois se porte bien, ça dépend de la façon dont, enfin, les projets qui sont mis en place pour l'aider à prendre en charge sa santé. Et vous savez, on a parlé du projet Arche. Se porter bien, c'est d'assurance pour il a un volet santé. Oui. Qui est l'un des volets phares déjà. Parlons de santé d'ailleurs, qu'est-ce que le gouvernement a eu à faire déjà? Oui, c'est d'abord l'assainissement du milieu. Vous savez qu'aujourd'hui, le fonctionnaire certains fonctionnaires de la santé et qui entre-temps trichaient avec l'administration ou la fonction publique en créant des centres parallèles et où ils étaient plus présents que dans l'administration, ils bouffaient l'argent de l'État. Le gouvernement a tapé du poing sur la table et a assaini ce milieu-là. Oui. Aujourd'hui, on sait ceux qui veulent travailler pour l'État, ceux qui veulent opérer pour leur officine. On a fermé un certain nombre de centres qui étaient créés de façon anarchique. Et les gens qui créaient des aides-soignants qui n'ont même pas l'expertise, la qualification qu'il faut pour soigner les gens. On ne peut pas banaliser la santé à ce point. Moi, j'ai toujours dénoncé cet aspect de ça. Je l'ai souvent dénoncé dans mes écrits, mais je suis surpris que des gouvernements qui se sont succédés là, pour des calculs politiques et autres là, n'aient pas pu avoir le courage, n'est-ce pas, de réglementer ce secteur-là. Donc, c'est à l'actif de ce gouvernement. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les formations sanitaires public, vous êtes mieux traité, vous êtes mieux soigné, parce qu'il y a justement une commission au niveau du ministère de la Santé qui assure la veille. Et vous savez, la dernière fois, le coordonnateur de cette commission, le président Blaise Aïvi, ils font périodiquement des points. Et il y a un certain nombre de formations sanitaires, 43 je crois, qui ont été épinglées. Et ça vous fait des points à moins. Donc aujourd'hui, je trouve que toutes ces actions, concourent à assainir le milieu de la santé au Bénin. Encore que, en plus des options faites par le gouvernement de construire des hôpitaux de zone, donc des hôpitaux de référence qui sont en train d'être construits un peu partout, à Lada, un peu dans la zone de Savais, et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est des actions qui visent véritablement à permettre aux Béninois d'avoir soin, d'avoir droit à de meilleures qualités de soins et de santé. Voilà. À part la santé, il y a également l'éducation. Assez d'efforts qu'on ne finira d'énumérer fournis par le gouvernement ici. Mais est-ce que c'est assez suffisant pour garantir une bonne condition de vie pour la population béninoise? Ben justement, c'est assez suffisant parce que je fais peut-être un rebond sur le volet santé avant de revenir à votre question, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites, comme ils l'ont dit. Aujourd'hui, quand vous allez dans les centres de santé publique, il y a la disponibilité du personnel soignant. Avant, par le passé, ce n'était pas ça. C'est déjà un acquis. Et il y a aussi même l'heure de pause. Tout est organisé. C'est-à-dire, je sais quand est-ce que je vais à la pause et il y a toujours un service minimum. Il y a toujours quelqu'un là, même aux heures de pause, pour vous accueillir, vous servir. Et il y a un suivi rigoureux, comme ils l'ont dit. Et quand je prends aussi là où on interdit une certaine qualité de tôle, ça veut dire quoi? La santé du Béninois préoccupe. Aujourd'hui, on parle des tôles laquées, des tôles non laquées. Donc, tout ça, là, ça veut dire quoi? Ça touche à la santé.
il faut trouver le mécanisme pour préserver la santé du citoyen. C'est vrai qu'il y a des efforts, à faire, donc, et je crois que tout ça là est planifié. Et ils en viendront quand je vois qu'on distribue des moustiquaires pour pouvoir protéger la population contre le paludisme, les piqûres de moustiques qui vont engendrer le paludisme. Je crois que ce sont des efforts. Maintenant, quand on vient à l'éducation, je crois qu'il y a aujourd'hui la mise à disposition du personnel. Cette manière-là est pensée. On veut former les enseignants, d'accord, voir actualiser leurs connaissances. Il y a eu l'évaluation qui a été faite. C'est déjà un atout. Parce que c'est tout ça là qui pèse au niveau de la balance. Qu'est-ce que vous faites? C'est sûr que ces institutions-là regardent, vous évaluent et disent que vous faites des progrès. Il ne s'agit pas d'injecter de l'argent pour ne pas avoir le résultat. Et quand je prends l'éducation, c'est beaucoup plus le secteur où les partenaires techniques et financiers éjectent beaucoup plus de l'argent. Donc, il faut beaucoup plus du sérieux à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, on pense, à la qualité du personnel qui lègue le savoir. Oui. Est-ce que c'est un personnel qualifié? Est-ce qu'il en a la compétence? Il y a un effort qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir les enfants à l'école et éviter la déperdition scolaire ou bien que éviter des cas d'abandon? Et là, on vient avec les cantines scolaires. Les cantines scolaires, avec les cantines scolaires, les enfants ont un repas chaud et ça veut dire quoi? Le simple fait de savoir que arriver à l'école, je pourrais manger, fait que l'enfant y va. Il y va d'abord avec l'intention de pouvoir manger, mais ensuite, il est accroché par ce qui lui est donné là-bas par l'enseignement. Du coup, il ne peut pas oublier tout ce qu'on lui dit. Donc, il y a quelque chose qui est fait à ce niveau-là. Et l'autre chose aussi, ceux qui ont peut-être se sont évertués à détourner ces vivres-là aussi ont été déjà punis. C'est ça aussi l'action. C'est-à-dire, dans votre élan de bien faire, quand il y a des obstacles, qu'est-ce que vous faites? Il faut réprimer, il faut sévir. Et tout ça a été fait justement pour garantir ça. C'est le primaire. Au niveau du secondaire, il y en a eu. Également. Ils ont recruté des inspecteurs qui vont suivre ce qu'on appelle les corps de contrôle, qui vont suivre justement ces enseignants-là. Comment est-ce que l'approche par compétence est bien suivie? Est-ce que ils ont suivi ce qui doit être fait? Donc tout ça là, je pense que ce sont des points. Et c'est à saluer. Contribué, voilà. Gabin Goubi, même question. Quels sont les efforts que le gouvernement doit fournir encore pour garantir une meilleure condition de vie à ces populations? C'est vrai, on ne peut pas tout dire concernant ce qui est déjà fait et les projets également qui existent. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, puisqu'on tombe dans le domaine de l'éducation, il faut d'abord espérer que les infrastructures éducatives manquent quand même. Il y a beaucoup d'écoles au niveau du primaire qui manquent encore des bibliothèques, des cybercentres, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le monde doit évoluer au rythme du numérique. Numérique bientôt. D'ailleurs, il y a des classes numériques qui sont... Voilà, mais elles sont pas nombreuses. Oui. Et puis, c'est vrai que les établissements privés essayent de faire un effort dans ce sens, mais il faut que le primaire soit généralisé. La dernière fois, j'ai été heureux de voir la jeune ministre de l'économie du numérique. La jeune ministre. Oui, elle est jeune, monsieur Adjé. Compétente, elle a beaucoup d'énergie, elle maîtrise un peu son secteur. Aurélie Adam sous les Oumarou. Oui. Donc je l'ai vu quand même, elle a fait le tour d'un certain nombre d'écoles, on les a dotés d'équipements informatiques, des trucs comme ça. C'est déjà bien. Il y a un certain nombre d'écoles qui ont été ciblées. Donc il faut généraliser ces genres d'actions pour permettre à nos enfants d'avoir déjà dès le primaire de se familiariser au béaba de l'informatique, parce qu'aujourd'hui il n'est pas concevable que quelqu'un qui ambitionne d'aller loin ne soit pas au fait de l'informatique. Donc aussi il y a certaines options que je voudrais à l'avenir que le gouvernement essaie de voir un peu par rapport au recrutement de personnel enseignant. Vous savez, la dernière vague d'aspirants qui ont été appelés pour combler le déficit qui est observé au niveau de l'enseignement, ça a créé quelques bouleversements au niveau des établissements, et jusqu'à ce jour il y a certains établissements qui n'ont pas encore
eu de personnel. Donc je veux espérer que ces actions-là soient pour l'avenir, qu'on anticipe un peu. Oui. Il faut qu'on anticipe pour que ce ne soit pas en pleine rentrée scolaire et que cela intervienne, parce que c'est de nature souvent à bouleverser les activités académiques. Et je crois que les gouvernants nous entendent et ils sauront pour les prochaines fois sur quel levier opérer pour que véritablement ces problèmes-là ne refassent plus surface. Voilà, il y a également l'environnement naturel. Isaac Adjei, qu'est-ce que le gouvernement a eu à faire déjà et qu'est-ce qu'il reste à faire pour préserver l'environnement? Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je n'ai pas la date précise, mais en Conseil des ministres, il y a eu des décisions qui ont été prises pour développer certaines localités du Bénin en matière d'écosystème. Donc je pense que ce sont des efforts. Alors quand ces décisions-là sont prises en Conseil des ministres, ça veut dire, et quand je regarde le gouvernement dans son fonctionnement, tant qu'ils n'ont pas un plan précis, et quand ils ne sont pas prêts, ils n'en parlent pas. Donc déjà, moi je vois que la phase pratique, c'est sûr qu'il y a des hectares, donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et ce qu'ils ont fait sur le foncier aussi, donc tout ça là, c'est la protection de l'environnement, les lois sur... Le projet asphaltage aussi, il y a un volet. Voilà, ça, moi je le mets peut-être au niveau du social, ce que j'avais voulu l'aborder tout à l'heure aussi, c'est qu'ils ont fait pour que les citoyens se sentent à l'aise. C'est aussi le projet asphaltage pour que les citoyens soient à l'aise. Je pense qu'au niveau de l'environnement, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et tout récemment, il y a l'ABE aussi, l'Agence béninoise pour l'environnement, qui a dit ce qui est en train d'être fait afin de garantir, je ne sais pas, des terres, garantir les terres sécurisées aux citoyens. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas venir au Bénin et acheter des terres. Par le passé, il y a des étrangers qui venaient s'approprier des terres. Donc il faut d'abord garantir la terre aux propriétaires. Oui. Donc il y a sous d'autres cieux, quand vous n'êtes pas de nationalité béninoise, vous ne pouvez pas vous acheter 1 mètre carré de parcelle. Mais aujourd'hui, il faut quand même qu'il y ait une loi qui protège nos terres. Et je pense qu'il y a des efforts à ce niveau-là. Donc l'environnement, les frontières, ce qui se fait là pour que ces pays-là qui nous environnent ne bouffent pas trop nos terres. Donc il y a des efforts, je pense que ce plateau ne suffirait pas pour passer en revue tout cela. C'est ça. Gabin Goubi, il y a également, en ce côté-là, le gouvernement doit inciter la population à savoir que la préservation de l'environnement dépendra d'abord d'eux. Oui, quelque chose se fait dans ce sens. Il y a des projets. Donc les citoyens doivent forcément prendre conscience de la chose, parce que les actions qui sont menées au sommet de l'État vont justement en leur faveur. Donc on a intérêt, n'est-ce pas, à notre sein, déjà nous abonner, on le dit souvent, aux instituts, aux organisations, aux organismes de précollecte. Beaucoup ne le font pas encore, les déchets, parce que c'est l'homme même qui produit ces déchets. En réalité, si nous produisons les déchets, il faut qu'on trouve les moyens, plutôt que de les déverser dans les caniveaux, les infrastructures qui doivent servir à autre chose. Bon, je pense que ces habitudes, enfin ces actions qui sont foncièrement ancrées dans nos habitudes là doivent disparaître. Et je veux compter sur la volonté du ministère du cadre de vie qui fait beaucoup, il faut le dire, et pour que nos habitudes changent. Dans ce sens, on est en train de transformer de façon positive et qualitative notre milieu de vie. Et je crois que nous devons, par notre conscience individuelle, et concourir, n'est-ce pas, ou bien accompagner ces actions-là pour qu'au finish, on éradique loin de nous les maladies. Parce que quand l'environnement est pourri, quand l'environnement est sali, je crois que c'est les citoyens que nous sommes qui en faisons les frais. Donc il faudrait que nous prenions conscience de ne pas polluer l'environnement, que ce soit sous toutes ses formes, la pollution atmosphérique, la pollution sonore également, parce que c'est un véritable problème. Je crois qu'on fera le débat, parce que franchement, on pollue à tout bout de champ. Un pays n'a pas besoin de ça. On voit dans les grandes nations, ce n'est pas à tous les coins de rue, il y a du bruit un peu partout, tout ça. Ça déconcentre, ça ne permet pas, n'est-ce pas, d'avoir, ça ne donne pas une bonne image du pays. Oui, voilà. Merci beaucoup Gabin Goubi, vous êtes journaliste au quotidien Les Pharaons. Merci d'être venu ce matin. Merci. Voilà, merci également à vous Isaac Adjei d'être là ce matin pour la causerie. Agréable journée à vous.